Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Je tombe beaucoup. J'ai des petits soucis d'oreille interne ce qui fait que j'ai peu d'équilibre. Donc je suis très maladroit et je tombe souvent. Ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises de tomber sur des plateaux télé ou ailleurs. Le dernier, c'est l'année dernière quand j'étais en train de faire les répétitions pour le lancement de la nouvelle saison de Secret Story. J'ai loupé une marche, je me suis pété la figure dans l'escalier, il y avait tout le public qui était là. Ça a fait un bruit énorme parce que j'ai fait tomber le micro et ça a résonné. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé d'amener jusqu'à vos oreilles des personnalités, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. Mon invité du jour est un petit garçon qui a grandi, mais en restant espiègle. La personnalité que je reçois aujourd'hui a commencé sa carrière derrière un micro, dans l'Essonne, puis sur Ado FM, avant que la caméra ne le rattrape. Journaliste animateur, auteur, il a su marquer le paysage audiovisuel français, en apportant sa touche d'humour, d'énergie et de bienveillance. On l'a découvert sur LCI et iTélé, puis il a conquis le public à travers des émissions cultes comme Secret Story, 50 Minutes Inside ou encore Ninja Warrior sur TF1. Mais derrière son sourire et son humour se cache un homme engagé. Il défend notamment la cause LGBTQIA+, lutte contre les discriminations et milite pour une meilleure représentation des familles homoparentales en France. Il s'engage également contre le harcèlement que peuvent vivre certains enfants lors de leur scolarité. C'est un homme de médias, un papa comblé, un militant du quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Beaugrand à mon micro. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Christophe. Bonjour Magali, bonjour à tous. Pour nos auditeurs qui te connaissent avant tout comme journaliste et animateur télé, voici quelques éléments marquants de ton parcours pour lancer la discussion entre nous. Je t'écoute. Ta vocation serait née en assistant à l'enregistrement d'une émission de télévision. C'est vrai et c'est laquelle ? Oui, c'est vrai, quand j'étais tout petit, on a habité avec mes parents à Nancy et notre classe de maternelle, donc j'étais vraiment petit, j'avais 5-6 ans, a été invitée à une émission de FR3 Lorraine Champagne-Ardenne, une émission avec des enfants à l'époque, qui s'appelait La Malle à Malice, qui était une émission pour enfants locale, ultra locale. Et du coup, je me rappelle de ce jour où je me suis baladé dans les couloirs et que j'ai vu les coulisses, j'ai vu les caméras qui étaient énormes à l'époque. C'était début des années 80, donc c'était pas les mêmes caméras miniatures qu'aujourd'hui. Et puis je me rappelle d'avoir vu la table du présentateur du JT, la carte météo où on collait des soleils à l'époque, des soleils et des nuages avec des aimants. Et je me rappelle petit, c'est quelque chose qui est resté très fort, d'une espèce de découverte de quelque chose, et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de passer de l'autre côté quand je serai plus grand. Et ça t'a jamais quitté ? Jamais. Et du coup, tu disais tout à l'heure que j'étais un petit garçon, bien voilà, c'est exactement ça. Je suis toujours le petit garçon qui rêvait de faire ce métier, j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui, et je pense que le secret quand on fait ce métier-là, en tout cas je le souhaite à tout le monde, c'est de rester un enfant. Tu as commencé ta carrière en radio. Ouais. Que représente ce média et le pouvoir de la voix pour toi ? Alors pour moi, oui, c'est la première histoire d'amour, la radio. Il y avait des petites radios locales dans l'Essonne, là où j'habitais, et j'ai commencé à 14 ans. Donc ça, évidemment, on ne commence pas à faire de la télévision à 14 ans. Maintenant, c'est un peu différent avec les youtubeurs qui commencent à maîtriser l'image tôt. Mais moi, le son, voilà, j'ai réussi à trouver, en cherchant dans l'annuaire, les coordonnées d'une petite radio locale, et j'ai dit que j'avais envie de faire des choses. Ils n'avaient pas eu de candidat, entre guillemets, aussi jeune. Mais moi, c'était une passion, et je présentais des émissions le samedi après-midi entre 14h et 16h. Écoutez, je pense par une personne et demie à tout casser, mais je mettais ma semaine à préparer mon émission, c'était hyper important pour moi. J'avais l'impression d'avoir commencé ma vie professionnelle déjà à 14 ans, alors que j'étais au lycée, mais voilà, ce qui me préoccupait surtout, c'était de préparer mes émissions dans la semaine, plus que mes contrôles ou mes devoirs de maths. Tu es très maladroit, paraît-il. Est-ce que tu peux nous partager des souvenirs mémorables que cette maladresse a pu entraîner ?
Oh, j'en sais rien, il y en a eu plein. Je tombe beaucoup. J'ai des petits soucis d'oreille interne, ce qui fait que j'ai peu d'équilibre. Donc je suis très maladroit et je tombe souvent. Donc ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises de tomber sur des plateaux télé ou ailleurs. Le dernier, c'est l'année dernière, quand j'étais en train de faire les répétitions pour le lancement de la nouvelle saison de Secret Story. J'ai loupé une marche, je me suis pété la figure dans l'escalier, il y avait tout le public qui était là, ça a fait un bruit énorme parce que j'ai fait tomber le micro et ça a résonné. Mais après, oui, il y a plein de maladresses. Une année où les présentateurs tournaient pour Danse avec les stars, j'ai présenté la finale de Danse avec les stars et avec Sandrine Quétier. Et je me suis trompé de nom d'émission. J'ai dit, voilà, qui va être le finaliste de cette 9e saison de Secret Story. Et là, de Danse avec les stars, pas Secret Story. Je m'étais trompé d'émission. Donc voilà, et je pense que, en même temps, c'est ce naturel-là qui fait que les gens vous adoptent au final. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire des erreurs. Ça nous rend finalement humains. Et les choses trop propres, trop clean, trop nettes, c'est toujours un peu louche. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors, comme ce podcast est consacré à l'engagement et que c'est quelque chose de sérieux, Christophe, je voudrais mettre en avant quelques-uns de tes engagements. On va commencer par ton enfance. Ouais. Est-ce que ton enfance était insouciante ou est-ce que tu ressentais déjà des injustices ? Alors, mon enfance n'était pas vraiment insouciante. Enfin, j'ai eu une enfance très heureuse, pas insouciante dans le sens où j'ai pris conscience très tôt de ma préférence pour les garçons. Oui. Aussi loin que je m'en rappelle, je pense à 8-10 ans, je savais déjà, en tout cas qu'il y avait quelque chose. En fait, je pense que je mettais pas de mots dessus parce que c'est quelque chose en plus dont on parlait peu à l'époque, dans les années 80, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc je me suis senti en décalage très tôt. Donc j'ai eu ce sentiment tôt que la différence n'était pas facile à gérer et de cette peur du rejet. Donc j'ai eu ça aussi sur l'autre. Je voyais le rejet qu'il pouvait y avoir sur l'autre. Moi je me rappelle en primaire par exemple, j'étais dans une petite ville en banlieue parisienne et il y a une petite fille qui est arrivée, je sais pas le nom qui venait, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, mais qui était réfugiée et personne ne voulait lui parler, elle parlait pas très très bien français, elle avait un accent assez fort et elle était très rejetée. Et je me rappelle d'être allé beaucoup vers elle. J'ai toujours eu envie d'aller vers les gens qui étaient mis de côté. Mais parce que moi-même, je savais que en tout cas, je risquais d'être mis de côté. Ça se voyait pas tout de suite. Donc, j'étais pas d'emblée rejeté. Ça pouvait arriver. Mais du coup, ça m'a donné envie aussi de ne pas faire subir la même chose aux autres qui étaient susceptibles de souffrir. Tu as expliqué avoir été victime de harcèlement à cette époque. Ouais. Comment ça se manifestait ? En fait, à l'époque, le concept, entre guillemets, de harcèlement scolaire n'existait pas. On ne parlait pas de ça. C'était des moqueries, c'était des chamailleries entre gamins. Mais quand tu te rends compte que ça devient quotidien, régulier, exactement, que tu es mis de côté en permanence, voilà, je pense que les autres, dès l'école, m'ont très vite repéré comme homosexuel, avant même que moi je mette un nom dessus. Et je dirais qu'on... CM1, CM2 et ensuite au collège. Début de collège, oui, surtout collège, ça a été très difficile parce que tu te fais insulter, on te met toujours de côté, on veut pas te parler, on se moque de toi. Tu sais, il y a toujours le moment où terrible, je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent se souviendront de ça, quand il y a le sport et qu'on crée les équipes, Oui. et que t'es toujours celui qu'on subit à la fin, au dernier, mais que tu n'es jamais Dernier choisi, choix. qu'on n'a jamais envie d'être avec toi. Et c'est très difficile ça, quand t'es gamin, tu comprends pas pourquoi tu te dis que c'est de ta faute. Tu te dis qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu suscites le rejet. T'es courageux parce que tu as réalisé une vidéo non au harcèlement et t'es retourné dans le collège où toi-même t'avais subi du harcèlement. T'as ressenti quoi en arrivant dans les lieux ? Tout revenait, tout remontait ? Ça m'a fait bizarre parce que il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas changé. Alors qu'il y a un petit moment quand même, une bonne trentaine d'années, et beaucoup de choses n'avaient pas changé. Les couloirs, je reconnaissais des choses, l'endroit où il y avait la cantine, les casiers avaient été changés depuis le temps, mais ils étaient au même emplacement. Et je me souviens de ces mots d'insultes qu'on me mettait dans le casier. Donc oui, il y a des choses qui sont remontées. Et je me suis retrouvé à intervenir dans plusieurs classes pour parler justement de cette question du harcèlement. Et c'était une vidéo qu'on a tournée avec le service d'information du gouvernement, notamment quand Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale, parce qu'on sait que c'est un de ses chevaux de bataille, la lutte contre le harcèlement scolaire. Et du coup, moi, je trouvais ça important de m'associer à ce combat-là. Et c'est vrai que c'était très intéressant d'échanger avec les enfants parce que les enfants osaient parler.
quand on leur ouvre la porte sur ces questions-là, ils osaient prendre la parole. Et c'est souvent ça le problème, c'est le silence. La loi du silence, l'omerta ou même l'autocensure. On garde trop de choses pour soi et c'est à ce moment-là qu'il y a l'effet cocotte minute. Il faut parler. Alors c'est facile à dire, hein. C'est pas toujours facile de parler à ses parents sont pas toujours à l'écoute, puis on peut avoir peur d'inquiéter ses parents, et c'est à ce moment-là que oui, le rôle de l'école, c'est de pouvoir être à l'écoute sur ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est formidable de voir qu'aujourd'hui, il y a davantage de formation, que les enseignants sont beaucoup plus à l'écoute sur ces questions de bien-être à l'école. Alors il y a encore énormément de travail, hein. Je ne suis pas, totalement naïf, mais le fait d'en parler, le fait d'ouvrir le dialogue sur ces questions-là, c'est déjà beaucoup. Il y a un prof qui s'est aperçu de ça, je crois que tu étais harcelé, un prof d'allemand. Oui, exactement. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Monsieur Bidot. Monsieur Bidot, bonjour. Monsieur Bidot. Mais alors, c'est rigolo parce que justement, je l'ai retrouvé sur Facebook. Dingue. Et je lui ai envoyé un message. En fait, il y a des choses qui me sont revenues au moment de l'écriture de mon livre. Je le savais, mais c'est quelque chose que j'avais vécu. Mais la conscience n'était pas la même. Là, le fait d'écrire a fait ressurgir des choses et je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu qu'il se souvenait de moi, etc. Parce qu'il avait été très important pour moi. Et c'est là qu'on se rend compte que... c'est le seul qui t'écoutait, en fait, qui reconnaissait ce que tu vivais. En tout cas, c'est un adulte qui a vu et qui est intervenu. Et le fait d'être reconnu comme pouvant être... j'ai envie de dire une victime, ou en tout cas comme ayant été victime à un moment donné de quelque chose qui était mal, de voir que quelqu'un s'en était rendu compte, ça fait un bien fou à ce moment-là. Soudain, on rompt cette spirale de solitude. Donc oui, le rôle des profs, moi j'ai une admiration infinie pour les profs, parce que c'est un travail très compliqué, j'en ai dans ma famille. Mais c'est vrai que ce rôle-là, il y a un rôle sociétal aussi. Donc oui, il y a tout un tas de choses. Moi j'interviens aussi dans les classes contre l'homophobie. C'est aussi le rôle de l'école de penser au bien-être des enfants et de faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui, les ados, soient de futurs citoyens épanouis et bien dans leur basket. Donc ouais, il y a un travail au-delà de l'éducation, de l'enseignement pur, savoir lire, écrire les dates des grands événements historiques, etc. Il y a aussi autre chose. Il y a le truc en plus qui est le rôle, la mission et j'ai envie de dire l'honneur de l'éducation nationale, d'aller plus loin et de faire en sorte de mettre du lien dans la société. C'est un rôle très important. Exactement, c'est un rôle très important que se doit de remplir aussi l'éducation nationale. Alors l'entrée dans l'âge adulte, c'est le moment à 20 ans où tu expliques à ta famille que tu es homosexuel. Comment ça s'est passé ? C'est assez rigolo parce qu'en fait c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, enfin pas l'inverse, mais c'est ma mère qui m'en a parlé, c'est pas moi qui en ai parlé. Il se trouve que j'ai eu une première histoire d'amour un peu trop courte à mon goût, mais on ne choisit pas toujours, et ce garçon qui s'appelait Cyril m'a envoyé une carte postale. Et ma mère est tombée sur cette carte postale, elle n'était pas dans une enveloppe et elle l'a lue. Et du coup elle a compris, elle devait déjà se douter de choses, et là bon, il y a des choses qui s'imbriquaient. Et c'est elle qui est venue me parler en me disant que tout allait bien, etc. Et j'ai appris après, puisqu'elle m'en a parlé, qu'elle avait décidé d'aller voir un psy pour savoir comment... Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal ? Non, pas du tout. En fait, non, pas du tout. Mais pour savoir comment me parler, pour pas me... Quel mot dire, quel mot choisir pour pas me braquer ou pour elle ne pas faire de maladresse. C'est une preuve d'amour extraordinaire. Donc j'ai la chance d'avoir une maman qui a été... Et voilà, et mon père qui était un peu plus taiseux, on va dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été très bavard. Jamais j'ai été rejeté par mes parents et ça c'est une chance énorme. Je dis que c'est une chance parce que je suis un des ambassadeurs de la fondation Le Refuge qui s'occupe de recueillir des enfants qui ont été rejetés, des jeunes en tout cas, pas des enfants, mais des jeunes adultes qui ont été rejetés et repoussés par leur famille parce qu'ils sont lesbiennes ou bi ou trans. Et c'est pas si facile dans beaucoup de familles, donc je suis conscient d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir des parents simplement qui m'aimaient. Alors, tu dis que ça s'est bien passé avec tes parents, mais je crois que ça s'est moins bien passé avec tes grands-parents, non ? Oui, j'ai été étudiant à Bordeaux pendant 2 ans, l'école de journalisme de Bordeaux, et il se trouve que toute ma famille est originaire de là-bas, donc je vivais dans une petite... il y avait un petit studio au fond du jardin chez mes grands-parents, et j'habitais là, où je faisais mes études. Et un jour, mon grand-père a su que j'étais homosexuel et il a décidé de me foutre dehors. Voilà. Donc j'ai été mis dehors. Il m'a dit, voilà, ce week-end, t'es plus là. Voilà. Donc j'ai eu 2-3 jours pour pouvoir faire mes bagages. Et mon grand-père ne m'a plus jamais adressé la parole. Ah oui, pour lui, c'était il inentendable. avait fait une croix. Je me rappelle qu'il avait dit à ma mère que j'étais la honte de la famille.
ma mère qui était sa belle-fille en l'occurrence, c'était le père de mon père. Et heureusement, en fait, c'est assez étonnant ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ce rejet-là, très violent, je l'ai vécu. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à vouloir soutenir la Fondation Le Refuge, parce que je sais ce que c'est que de vivre ce rejet très violent, quand c'est les gens qui sont censés vous protéger, qui sont votre propre famille, c'est vraiment le cocon dans lequel on est censé être protégé, sûr de soi, être aimé. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais au final, toute la famille a décidé de me soutenir moi. C'est lui qui s'est retrouvé un peu mis de côté, mais c'est quelqu'un qui m'a plus jamais adressé la parole. Mon père est mort quand j'avais 25 ans. Et même pour les obsèques de mon père, je suis allé le chercher à la gare, puisque mon père a été enterré en banlieue parisienne et lui, il venait de Bordeaux, donc mon grand-père. Et il a parlé à mon cousin dans la voiture, mais moi, il m'a jamais adressé, il m'a plus jamais réadressé la parole. Voilà. Quand tu es arrivé dans les médias, est-ce que tu as ressenti la nécessité de prendre la parole sur ces thématiques, sur l'homosexualité ? C'est marrant parce que j'ai fait mon premier stage à LCI, où j'ai ensuite travaillé plus longuement, mais c'était en avril 99, et je suis arrivé en stage, et moi je me suis dit, dans les médias, l'homosexualité c'est pas un problème, donc j'ai d'emblée assumé, j'en ai parlé, enfin je suis pas arrivé en parlant à tout le monde, mais j'en parlais naturellement au détour de conversation, et en fait, et j'ai absolument eu aucun rejet ou quoi que ce soit, mais j'ai appris a posteriori que plein de gens, dont certains sont devenus des amis proches, n'avaient jamais osé assumer le fait d'être gay parce qu'ils avaient peur des réactions des autres. Et au final, moi, j'étais en stage à 22 ans, avec l'innocence, l'enthousiasme et l'énergie de la jeunesse. Finalement, il paraît que j'ai ouvert une porte, en fait. J'ai ouvert la porte aux autres. Et les autres se sont mis à s'assumer parce qu'ils se sont dit, bon, tout va bien, en fait. Mais moi, il y a une espèce de naïveté, je ne l'ai pas fait consciemment. Mais je me suis rendu compte que j'ai finalement aidé beaucoup de gens à ce moment-là, et c'est là que j'ai pris conscience de l'exemplarité. Et comment, des années après, même si les choses commencent on parle, on accepte dans le milieu professionnel, Ouais. comment tu as vécu la manif pour tous ? Pour moi, ça a été d'une violence ahurissante, la manif pour tous. Moi, je l'ai très 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 mal vécu. Je me souviens que je regardais les chaînes info le week-end, et on voyait des foules entières. Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y a eu jusqu'à plus d'1 million de personnes dans les rues. Et toutes les semaines, les gens revenaient et organisaient des venues en bus de toute la France, etc. Et écrivaient des pancartes et venaient avec leurs gosses. Et j'ai trouvé ça terrible. Terrifiant. Moi, ça m'a fait pleurer. Parce que je me suis dit, il y a des gens qui se mobilisent, et je sentais cette espèce de leur côté, cette espèce d'enthousiasme comme ça, de mobilisation, de dire on va réussir notre combat, etc. Et leur combat était d'empêcher à des gens d'avoir les mêmes droits qu'eux. Et c'était un rejet, mais d'une violence. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence ahurissante. Et c'est marrant parce que, alors, il y a des gens qui n'ont pas évolué, qui sont restés manifs pour tous. Bon, voilà, moi, je suis évidemment en désaccord total, mais je ne peux pas penser à leur place. C'est comme ça, c'est leur vie. Je trouve ça triste parce que pour la société, pour eux et pour sans doute leur famille, parce qu'il y a une partie des membres de leur famille qui ont été ou qui seront homosexuels, parce que nous sommes partout, n'est-ce pas, comme dirait Christine Boutin. Voilà, oui, nous sommes partout dans la société. Non, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui avaient été manifs pour tous et qui avaient évolué. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que tu peux avoir des convictions religieuses très fortes qui font que tu es obligé de te remettre en question complètement. Et il y a des gens qui ont fait cette remise en question. Et j'ai rencontré, il n'y a pas très très longtemps, une dame qui est venue me parler lors d'un événement dans ma commune, j'habite dans le 92, et qui est venue me parler, qui m'a dit, elle avait les larmes aux yeux, et elle m'a dit, je voulais m'excuser. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, parce que dès que je rencontre des gens dont je sais qu'ils sont homosexuels, je viens leur demander pardon, parce que moi j'ai manifesté, manif pour tous, j'ai emmené mon fils à la manif pour tous, j'ai appris quelques années plus tard que mon fils était homosexuel, et je me suis rendu compte à quel point je l'avais fait souffrir, et à quel point j'avais fait souffrir d'autres gens. Et moi j'ai un respect infini pour les gens qui ont fait ce voyage, ce parcours-là. C'est pas évident d'avoir d'emblée la tolérance comme ça, comme si c'était quelque chose qui vous tombait du ciel. Quand vous avez une éducation, une culture, un entourage, c'est pas anormal d'être d'abord dans le rejet de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il faut faire c'est pour ça que je fais ce travail de pédagogie, et que c'est pour ça qu'avec mon mari par exemple, à l'époque nous n'étions pas mariés, on a décidé de publier des photos de notre mariage dans la presse, en l'occurrence dans le magazine Gala, parce que
c'était très important pour moi que dans un magazine aussi populaire, qu'on trouve au salon de coiffure, à la salle d'attente chez le dentiste, etc. Donc ce qui va passer de main en main, qui est lu par des mamies aussi dans toute la France, qu'on voit à quoi ça peut ressembler simplement un mariage gay, entre guillemets, un mariage pour tous. Bah voilà, on voyait que c'était deux familles qui se réunissaient. Et ça ressemble à n'importe quel autre mariage, en fait. Et cette image, personnellement, je pense que c'est via des images positives qu'on peut réussir à faire avancer la société. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'envisage les choses. Et je sais que j'ai eu beaucoup de retours. Alors, la parentalité, c'est un sujet clé pour toi, Ouais. avec la GPA et la reconnaissance des familles homoparentales en France. Ça a changé quoi pour toi d'être père ? Alors c'est marrant parce que être père, à la fois ça a tout changé et ça n'a rien changé. C'est-à-dire ça a tout changé dans le sens où désormais il y a quelqu'un de plus important que tout dont je m'occupe et qui ça permet de faire relativiser énormément de choses. Et en même temps ça n'a rien changé dans le sens où je me sentais tellement prêt à devenir papa. J'en avais tellement rêvé pendant des années et des années. J'avais tellement intégré le fait que je risquais de ne pas l'être que réussir à réaliser ce qui était de l'ordre d'un rêve, ça a été un truc tellement extraordinaire dans ma vie que j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait, toutes ces années, tout était fait pour ça en fait. Donc c'est génial, moi je suis le plus heureux des papas, on est très heureux avec Ghislain, avec Valentin. Voilà, je sais que là il est encore en maternelle, l'année prochaine il va passer en primaire et c'est là que ça va devenir peut-être un peu plus compliqué. Il y aura peut-être des moqueries de ses camarades, il y aura peut-être des choses, je m'y prépare et je le prépare un peu à ça aussi. Il m'en a parlé il n'y a pas très longtemps en me disant qu'il y avait un copain de sa classe qui lui a dit que la règle c'était pour se marier c'était un homme et une femme. Et on lui a dit bah non tu sais il y a des fois il y a deux messieurs qui se marient, il y a des fois il y a deux papas, des fois il y a deux mamans, etc. Et lui il me répétait juste ça, il n'était pas perturbé. Mais là il n'y avait pas de moquerie et je me dis que voilà ça pourra arriver. Donc il va falloir qu'on soit vigilant. Et puis c'est important aussi de parler de la GPA pour l'homoparentalité. Des gens comme Fogiel ou d'autres personnalités comme Jarry en parlent, Ouais. Mais ça reste très peu... On n'en parle pas tant que ça en fait. Non, on n'en parle pas beaucoup, mais après, la GPA, donc la gestation pour autrui, une mère porteuse, c'est quelque chose qui est très, 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 très minoritaire. Il y a peut-être quelques centaines de cas par an, donc je sais qu'il y a certains partis politiques qui en font une espèce d'énorme débat comme si c'était quelque chose qui allait déferler sur la France. Ça correspond, enfin voilà, ça représente assez peu de personnes aujourd'hui. Et moi j'ai décidé d'écrire ce livre Fils à papa il y a quelques années, justement pour essayer d'expliquer, parce que l'espace médiatique était saturé des messages de la Manif pour tous, qui était rempli de fake news concernant la GPA. Et du coup j'ai voulu témoigner de notre expérience, de ce qu'on avait vécu pour que les gens sachent à quoi ressemble une GPA quand elle est réalisée dans des bonnes conditions. Alors, je le dis dans mon livre d'ailleurs, il y a des GPA dans des filières de pays de l'Est par exemple. Je dis filières parce qu'il y a des choses qui s'apparentent à du trafic où vous rentrez jamais en contact avec la mère porteuse, vous savez même pas comment elle s'appelle. Donc, c'est un truc qui est fait sans le respect de la femme, où des gens sont esclavagisés. Donc, il y a des trucs dégueulasses qui existent. En revanche, il y a ce qu'on appelle la GPA éthique aux États-Unis. Et par exemple, il y a une femme qui est donneuse d'ovocytes et une autre qui est mère porteuse. C'est-à-dire que la femme qui porte l'enfant n'a aucun lien génétique avec cet enfant. C'est un embryon qui n'est pas le sien. Et puis, ces femmes-là, les femmes qui décident de devenir mères porteuses doivent impérativement avoir leurs enfants et avoir entre guillemets terminé leur famille. Elles doivent être soutenues par leur propre famille, leur mari et leurs compagnons aussi. Il faut qu'elles aient de bons revenus pour que l'argent ne soit pas une motivation. Donc quand on lit des trucs du genre vous avez utilisé une esclave, une femme dans la misère aux États-Unis, c'est faux, ça n'est pas possible légalement aux États-Unis par exemple. Donc il y a beaucoup de fausses informations et j'avais envie pour que les gens sachent, et aussi pour mon fils, que son histoire ne lui soit pas volée d'une certaine manière par des gens qui racontent n'importe quoi et qui utilisent notre petit garçon pour faire de la com contre la GPA. Nous, c'est une histoire... On a rencontré une famille et ces gens-là font partie de notre famille maintenant. Whitney qui a porté notre petit garçon et son mari Jacob, ils sont venus à Paris il y a 1 an et demi, on les a invités en vacances à la maison. Ils ont revu Valentin, il y a la photo de Whitney et de Bruna, notre donneuse d'ovocytes, dans la chambre de Valentin. Il connaît son histoire, il sait, on lui a expliqué, il sait qu'il était dans le ventre de Whitney, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... les choses sont... Ça peut être de très belles histoires.
Alors, tu interviens aussi régulièrement dans des associations de lutte contre l'homophobie, Oui. Notamment comme le Refuge ou SOS Homophobie. Quel regard tu portes sur l'évolution des mentalités par rapport à l'homosexualité en France ? Alors ça va dans le bon sens, hein. Il y a aujourd'hui une visibilité sur l'homosexualité qui fait que ça n'est plus une maladie mentale, ça l'était jusqu'au début des années 80 quand même, hein. Voilà, heureusement aujourd'hui les choses sont plus apaisées. Il y a encore beaucoup de travail, ça c'est une évidence, mais quand même, je pense que tout le travail qui a été fait pendant des années par les associations, beaucoup d'assauts ont fait un travail formidable sur cette lutte contre l'homophobie. Et je pense qu'il y a besoin de ce relais des personnalités qui permettent de normaliser, de banaliser les choses. Là où il y a encore beaucoup de travail, ça manque de rôle modèle féminin. Je travaille aussi avec l'association L'Autre Cercle, qui est une association professionnelle qui promeut dans le monde de l'entreprise les rôles modèles sur ces questions de visibilité homo, parce que c'est aussi dans le monde de l'entreprise et des institutions que les choses peuvent avancer. C'est là où les gens passent une partie très importante de leur vie, donc ça compte. Et je sais qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des candidates pour être rôle modèle. C'est plus difficile sans doute encore pour les femmes. C'est difficile pour les femmes dans le monde de l'entreprise de manière générale de réussir à trouver sa place. Et je pense que pour beaucoup de femmes, une fois qu'elles ont réussi à atteindre un bon niveau, à atteindre des postes à responsabilité, elles n'ont pas envie de se mettre en plus l'étiquette lesbienne. Il y a beaucoup de témoignages qui vont en ce sens. Alors, tu as aussi milité pour lutter contre le sida. Oui. Pourquoi c'est encore important de soutenir cette cause ? Là, il y a le SIDAction dont je suis encore l'un des parrains pour TF1. On est plusieurs personnalités médias à continuer à l'être, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus du tout du sida. On voit bien le SIDAction, on récolte quelques millions chaque année, mais rien à voir par rapport à ce qui se passait auparavant. Les traitements font qu'aujourd'hui, on ne meurt plus ou quasiment plus du sida. Donc je pense que dans la tête de beaucoup de gens, c'est devenu une maladie curable. Sauf que les traitements sont très lourds. Et la jeune génération aujourd'hui, je pense, est plus tout à fait consciente des risques qu'il peut y avoir à avoir des relations sexuelles sans protection. Donc oui, c'est des messages qu'il faut essayer de faire passer. Mais là encore, moi je pense toujours beaucoup à la jeunesse. Donc j'essaye de faire en sorte de faire passer des messages-là, ces messages-là, et de faire passer des messages clairs, sans faire le vieux con donneur de leçons. J'essaye en tout cas. C'est vrai que moi, j'ai fait une campagne qui est actuellement en place pour AIDS, pour sensibiliser les jeunes au sida à se protéger, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus leur combat. Ah mais non, ils se sentent plus concernés. Ouais, voilà. Et en plus, il y a beaucoup là encore, de fake news. J'ai travaillé l'autre jour avec SIDAction sur un petit module sur les réseaux sociaux avec les idées reçues. Et tu as tout un tas d'idées reçues, notamment par les jeunes, mais par les plus anciens aussi, parce qu'il y a les seniors dans ces idées reçues. Les seniors ne risquent rien. Mais il y avait des idées reçues en disant ah bah non, mais quand on est circoncis, on risque rien, donc on n'a pas besoin de mettre de capote. Non, c'est pas vrai ça. Donc il y a tout un tas de messages, de fake news, là encore. Les réseaux sociaux ont une responsabilité terrible, de manière générale, dans la société, sur les maux de notre société aujourd'hui et sur le vivre ensemble dont tu parlais tout à l'heure. Mais les réseaux sociaux ont aussi des responsabilités sur les fake news, sur la santé. Donc ouais, il y a du boulot. Donc il faut continuer à se mobiliser, ça c'est sûr. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter. Alors, qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? Quelle est la cause peut-être moins primordiale, parce qu'on a parlé de plein de sujets hyper importants, mais qui mériterait qu'on s'y intéresse ? Alors moi je suis très mobilisé aussi dans un autre genre, sur la cause animale. Voilà, sur l'abandon des animaux de compagnie. Je suis aussi parrain de la journée, depuis ça fait 3 ans maintenant, de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, qui est juste au début de l'été, puisque c'est juste avant les départs en vacances, puisque c'est souvent au moment des départs en vacances qu'il se passe ce type de choses. Il se trouve que les Français, nous sommes les champions d'Europe de l'abandon des animaux de compagnie. Alors on a plus d'animaux de compagnie que les autres, généralement, en moyenne en tout cas, mais on est aussi le champion des abandons. Donc j'essaye de faire passer ces messages-là. Moi j'adore, j'ai mon chien, j'adore ma chienne, voilà, elle fait partie de la famille, j'ai un chien, un chat, simplement de bien réexpliquer aux gens, et on a fait une petite campagne au moment de Noël aussi, que l'animal n'était pas un cadeau de Noël, et que quand on prend un chien ou un chat, en tout cas c'est un être vivant, et qu'on a des responsabilités, et que ça n'est pas un jouet. Est-ce qu'il y a des causes qui te préoccupent pour ton fils ? Il y a beaucoup de causes qui me préoccupent pour mon fils. Alors il y a ces questions d'homophobie, parce que même s'il n'est pas homosexuel, je ne sais pas s'il le sera ou pas, mais même s'il ne l'est pas,
Ses parents le seront toujours, donc il aura toujours 2 papas, donc c'est quelque chose qui peut être, ce rejet qui peut être difficile à vivre pour lui. Après, toute la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui est assez anxiogène. Donc non, moi je suis très emmerdé par cette haine qui se banalise complètement, notamment, là encore je vais reparler des réseaux sociaux, mais on a l'impression que cette impunité totale, qu'on peut dire les pires ignominies, le fait de ne pas vouloir correctement encadrer les réseaux sociaux. Moi, je fais partie des gens qui sont des fervents défenseurs de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne peut exister que si elle est encadrée. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi, de lancer des anathèmes, d'insulter les gens, d'être raciste, d'être homophobe. C'est pas ça la liberté d'expression. Il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie en disant « Ah, on empêche les gens de parler ». Non, on n'empêche pas les gens de parler, on empêche les gens de commettre des délits, éventuellement, puisqu'il y a des paroles qui sont des délits. Quand on insulte des gens, c'est puni par la loi. Alors, je crois que tu n'as pas de community manager, justement, Non. tu parles des réseaux sociaux, c'est toi qui gères tes propres réseaux. Ouais. Tu es donc en direct avec tout cela, comment tu gères tous les retours qui ne sont pas toujours évidents? Comme j'ai eu assez souvent des raids numériques violents, maintenant je prends un peu de recul et j'ai arrêté d'aller sur X. J'ai toujours un compte parce que j'y vais de temps en temps pour le boulot, pour voir des choses. Pour mon travail de journaliste, il y a encore beaucoup de politiques qui s'y expriment, par exemple. Donc, mais j'ai décidé d'arrêter de poster parce que ça sert à rien. En fait, t'es entouré que par des gens qui professent la haine. Donc, quel que soit le propos que tu tiens, il va être déformé, détourné pour te le remettre en boomerang, donc ça sert à rien. Mais sinon, je continue d'essayer de faire passer des choses positives sur Instagram notamment ou Facebook. Et c'est toujours moi qui réponds parce que j'aime pas le fait que des community managers ou des assistants répondent et que les gens pensent que c'est vous qui avez répondu. Donc je mets parfois plus de temps à répondre, mais pour ceux qui écoutent ce podcast, si jamais vous recevez une réponse de moi, promis, ce sera moi. Ce seront mes mots, mais je préfère cette sincérité-là. C'est important pour le lien que j'essaye de construire avec le public. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, pour finir cet entretien, je vais te poser des questions rapides, puis tu vas me répondre un peu du tac au tac, ce qui résonne en toi sur chacune d'elles. Ok. Si je te demande un animateur ou une animatrice qui t'a inspiré, De Chavannes. pourquoi? Parce que je trouvais qu'il avait une énergie. Moi, quand j'ai commencé à le regarder à l'époque de Ciel Montmardi, fin des années 80, et il a apporté une modernité à la façon dont on parlait à la télévision à l'époque, et c'est un de ceux qui m'a donné envie de faire ce métier. Une émission culte qui t'a marqué? Ah bah je vais te dire Ciel Montmardi du coup, parce que moi j'ai vraiment eu envie de faire de la télévision sur ce type de programme où il y avait de la vie, il se passait des choses. Et ça se prenait pas au sérieux. Un rêve que tu n'as pas encore réalisé? J'ai l'impression d'avoir réalisé tous mes rêves, j'ai de la chance. La chance, dis donc, dis Ouais, pas ça. je rêvais de faire de la télé, j'en fais toujours. Je rêvais d'être papa, je suis devenu papa. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est que ça continue, que je continue d'être heureux. Complète la phrase, l'humour, c'est une arme pour... C'est une arme pour se sortir de toutes les situations. Et l'autodérision, c'est indispensable, non seulement dans la vie de tous les jours, mais a fortiori dans le métier que je fais. Il faut jamais trop se prendre au sérieux parce que on est là que pour un petit temps donné et il faut pas penser qu'on peut changer le monde. Si tu devais résumer ton engagement en une phrase, tu dirais quoi? Je dirais qu'il n'y a rien de plus important que d'être sincère, d'être fidèle à ses convictions et d'essayer au maximum de faire bouger les choses dans la mesure du possible. Alors on n'est pas des magiciens, mais j'ai juste envie de pouvoir regarder mon petit garçon dans les yeux et de lui dire j'aurais fait tout ce que je pouvais pour faire en sorte que le monde dans lequel tu vas grandir soit meilleur. Avant de se quitter, parle-nous de tes projets. On te retrouve bien sûr sur TF1. Oui. Mais est-ce que tu as d'autres projets qui te tiennent à cœur en ce moment, qui arrivent? Je suis toujours sur TF1 dans Bonjour. J'ai la nouvelle saison de Ninja Warrior qui arrive. Je suis toujours aussi sur RTL aux grosses têtes. Et voilà, et je suis très heureux. Et tout va bien pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci infiniment, Christophe. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Christophe Beaugrand. Mademoiselle Pichonner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro cette saison. Et je vous dis à très bientôt. Tu les as faites, toi, les épreuves de Ninja Warrior? Non, alors je les ai pas faites parce que j'ai pas le droit pour des histoires d'assurance.